Alors, dans le cadre de cet atelier, comme je disais tantôt, je vais vous présenter cet article qui a été rédigé par Monsieur Kevin Lin, Dr. Achieve Mehrotra et Dr. Thomas Chai, intitulé Metabolic Bariatric Surgery in the Era of the GLP-1 Receptor Agonist for Obesity Management. OK. Alors, pour vous faire une petite mise en contexte, l'obésité, c'est une condition qui affecte environ 19% des femmes et 14% des hommes dans le monde, avec une prévalence particulièrement élevée aux États-Unis. Actuellement, cette condition est un problème de santé publique aux États-Unis où la prévalence est estimée à 42%, soit 4 adultes sur 10 qui sont touchés par l'obésité. C'est énorme. Pour pallier à ce problème, the US Food and Drug Administration, en abrégé FDA, qui est une organisation aux États-Unis qui réglemente la mise sur le marché de médicaments, a autorisé justement la mise sur le marché de médicaments anti-obésité, à savoir euh, les médicaments tels que la liraglutide, la semaglutide, l'orlistat, la phénthéramine topiramate et le naltrexone bupropion. Ces médicaments sont classés en trois grandes catégories, à savoir les médicaments basés sur les hormones qui permettent de stimuler les glucagon-like peptides. Ils agissent en imitant les hormones de la satiété. Une autre classe qui sont les médicaments intragastro-intestinaux qui bloquent l'absorption des graisses. Et la dernière classe sont les médicaments agissant sur le système nerveux central qui régule l'appétit. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les agonistes du récepteur GLP-1 que l'on va retrouver sur le marché sous le nom de Ozempic. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'Ozempic dans le traitement du diabète. Donc, on a l'Ozempic, on a le Rybelsus, qui sont toutes les deux des molécules de la sémaglutide. On a le Saxenda, le Victoza et le Sultofit, qui sont tous les trois la liraglutide. Alors, pour mieux comprendre comment agissent ces molécules dans le traitement de l'obésité, bon, ici, je vous présente pour que tout le monde sache un peu les différentes efficacités de ces médicaments dans le traitement de l'obésité. Ici, on voit par exemple, là, le Orlistat, on voit que sur plus de 60% de participants atteints, on a eu une réduction de poids de plus ou moins 5%. Quand on va regarder la sémaglutide ici, par exemple, on voit que sur plus de 80% de participants, on a une réduction de 5% de poids. Pareil pour le phénthéramine, sur plus de 70% de participants, on a une réduction à peine de 5% de leur poids. Alors, pour mieux comprendre comment agissent ces molécules dans le traitement de l'obésité, il faut savoir que les agonistes de la GLP-1 ont plusieurs niveaux d'action. La première, c'est au niveau du pancréas. Ils vont agir en augmentant la libération de l'insuline. L'insuline, qui est cette hormone-là produite par le pancréas, qui est utilisée pour baisser le taux de glucose dans le sang. Donc, ils vont augmenter la libération de l'insuline qui est sécrétée par les cellules bêta du pancréas lorsque la glycémie est élevée et concomitamment, ils réduisent la production de glucagon qui est sécrétée par les cellules alpha en diminuant la production hépatique de glucose. La deuxième action va se faire au niveau de l'estomac en retardant la vidange de l'estomac, ce qui va ralentir l'absorption des glucides et atténuer les pics postprandiaux glycémiques. Un rétrocontrôle va donc se faire au niveau de l'hypothalamus en envoyant des signaux, ce qui va commander la fonction de satiété, ce qui aura pour effet de réduire l'appétit. Les effets se verront au niveau du poids corporel qui aura tendance à diminuer justement parce que les apports alimentaires se sont vus diminuer. On a décelé d'autres effets comme la réduction des événements cardiovasculaires majeurs et le contrôle du diabète par amélioration des chiffres glycémiques. Comme on vous a dit tout à l'heure,
Dans la première option au niveau du pancréas, il va permettre une libération de l'insuline et une réduction du glucagon. Alors, dans quel cas sont utilisés les GLP-1? Nous avons deux indications thérapeutiques. Soit lorsque nous avons un patient présentant un indice de masse corporelle supérieur à 30 et plus, ou alors lorsque nous avons un patient présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 27, associé à d'autres comorbidités telles que le diabète de type 2, l'hypertension ou les dyslipidémies. Il est important de rappeler qu'il existe d'autres thérapeutiques pour le traitement de l'obésité. Il n'y a pas que les médicaments anti-obésité. Il faut d'abord, premièrement, agir sur le mode de vie du patient en l'incitant à mener une activité physique et à améliorer son alimentation. Et en deuxième recours, euh, on peut indiquer une chirurgie bariatrique. Ici, sur cette figure, vous voyez, ce sont les différentes procédures communes qu'on réalise en chirurgie bariatrique pour les patients qui se présentent avec une obésité et dont qui sont éligibles pour la chirurgie. En petit tas ici, on vous présente la première procédure qui est un bypass gastrique en Y-O. On va commencer par réduire ici. On va commencer par réduire une petite poche et connecter directement l'intestin grêle. Contournant celui-ci, il aura pour effet de réduire la capacité gastrique et la malabsorption partielle des nutriments. La deuxième intervention ici, c'est ce qu'on appelle un anneau gastrique ajustable. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça aussi. C'est un anneau en silicone, on va venir adapter un anneau en silicone autour de la partie supérieure de l'estomac pour créer une petite poche là, une petite poche ici, et sera pour effet que le patient se sente rassasié plus rapidement. L'anneau pourrait être ajusté en fonction de la restriction qu'on veut euh, donner au patient. La troisième procédure ici en petit C, c'est ce qu'on appelle un sleeve gastrectomy ou gastrectomie longitudinale. On va procéder par enlever une grande partie de l'estomac et le tube qui va rester le tube qui reste en forme de banane sera tout simplement enlevé. Il aura pour effet de réduire la capacité gastrique et de diminuer la sécrétion de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, qui est le contraire de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. La quatrième intervention qu'on voit ici en petit d, c'est ce qu'on appelle la diversion bilio-pancréatique avec switch duodénal. Ce qui se passe au bloc, c'est qu'on enlève une partie de l'estomac et le reste est connecté avec la partie distale de l'intestin grêle. Les sucs biliaires vont être détournés ainsi que les sucs pancréatiques. Il aura comme effet de réduire significativement l'absorption des calories et des nutriments. Alors, pour entrer dans le vif de notre article, l'analyse en elle-même, ici, notre article a été publié par le journal appelé le JAMA Network, qui a un indice H de 128. On a dit que l'indice H, c'est cette composant, c'est ce critère-là qui permet de juger de la fiabilité de notre journal. On peut aussi utiliser l'impact factor pour juger de la fiabilité de notre journal. Et ici, JAMA Network a un impact factor de 13,8. Les différents auteurs qui sont M. Kevin Lind, M. Achieve Mehrotra et Dr. Achieve Mehrotra et Dr. Thomas Sai sont tous des universitaires. M. Kevin Lind, lui, il est affilié à la faculté de médecine de Harvard. Dr. Achieve Mehrotra, lui, il est à l'université de Brown et Dr. Thomas Sai, il est à l'université de Brown aussi, je pense bien. Alors,
Les recherches qui ont été effectuées pour juger de la fiabilité de ces auteurs nous montrent que le docteur Achille Mebotra, lui, il a un index H de 78. Ça, je n'ai pas peut-être écrit ici, mais il était nécessaire que je fasse ces recherches-là pour comprendre qui sont les auteurs. Donc, le docteur Achille Mebotra, lui, il a un index H de 78 avec un index I10 de 268 points total de 23 609 citations faites, ce qui est un bon indicateur de crédibilité. Quant au docteur Thomas Chai, lui, il a un indice H de 34 avec un indice I10 de 64 points, total de 5868 citations. Alors, parmi ces auteurs, il y a un qui déclare avoir reçu des subventions de la National Center of Advancing Translational Science, de la National Institute of Heart, de la Harvard Catalyst et de la Harvard Clinical and Transitional Science et de l'Université de Harvard de ses centres de soins de santé universitaires. Il est nécessaire de pouvoir faire mention du fait que il ait reçu des subventions parce que ça peut paraître comme un conflit d'intérêts. Alors, l'objectif de notre article, c'est quoi? L'objectif est d'évaluer l'impact de l'augmentation de l'utilisation des agonistes récepteurs GLP-1 sur les tendances et caractéristiques des patients obèses par rapport à ceux subissant une chirurgie bariatrique métabolique. Dans l'analyse, nous allons faire l'analyse par PICO. On a trouvé que notre type d'étude, c'est une étude transversale. Elle a été réalisée entre 2022 et 2023 aux États-Unis et elle a pris une population de près de 17 millions d'adultes qui ont soumis une demande d'indemnisation. Alors, il faut déjà déterminer quels sont les avantages d'une étude transversale. L'étude transversale, elle a pour avantage d'être rapide et peu coûteuse et elle prend comme une image de la situation actuelle de la condition qu'on veut étudier. Elle sert à estimer la prévalence de la condition de la population à ce moment-là et elle permet d'émettre des hypothèses et de décrire la situation. Donc, elle ne permet pas de poser un diagnostic ou bien de faire un lien de causalité entre une maladie et une exposition, par exemple. Les critères d'inclusion qui ont été pris dans cette étude étaient d'avoir des patients qui ont une couverture médicale et pharmaceutique, soit une couverture commerciale, soit le Medicare Advantage des États-Unis. Il fallait que les patients soient obèses. Il fallait qu'ils aient eu une prescription de GLP-1 selon les indications de la Food and Drugs Administration et ils devaient n'avoir reçu aucun autre traitement. Comme critère d'exclusion, ils ont exclu tout patient qui était diabétique ou bien qui avait reçu une prescription d'un autre médicament anti-obésité ou bien qui a bénéficié en même temps d'une chirurgie bariatrique. Alors, l'analyse statistique qui a été réalisée ici, nous l'avons décrit. Il a été question de faire la comparaison des caractéristiques parmi les patients ayant reçu des prescriptions de glucagon-like peptide 1, les patients ayant subi une chirurgie bariatrique métabolique et les patients obèses n'ayant reçu ni prescription ni chirurgie bariatrique métabolique. Ils ont aussi décidé de faire une évaluation des tendances en matière d'utilisation du glucagon-like peptide 1 et des chirurgies bariatriques métaboliques pour 1000 patients uniques sans diabète et obèses à l'aide d'un modèle de régression linéaire généralisé. Ils ont fait une comparaison de la pente de changement au cours du trimestre 3 à 4 entre 2022 et 2023 en raison des variations saisonnières dans l'utilisation de la chirurgie. Comme test utilisé ici, j'ai utilisé le test de Kikaré par comparaison statistique et le logiciel statistique SAS version 9.4 a été utilisé. Donc, nous arrivons au résultat. Ici, sur ce tableau-ci,
les auteurs nous présentent des caractéristiques des patients. Ils ont eu un effectif de près de 1 638 439 patients qui ont été inclus et 205 personnes ont été exclues car elles bénéficiaient à la fois d'une prescription de glucagon-like peptide 1 et d'une chirurgie bariatrique métabolique en 2023. Ils ont exclu ces 205 patients-là pour éviter d'avoir des doublons dans les sous-groupes. Au cours de la période d'étude, 80 patients se sont vus prescrire des GLP-1. 9,6% étaient âgés de 18 à 35 ans et 5 173 patients ont subi une chirurgie bariatrique métabolique, soit 17,5 âgés de 18 à 35 ans. Les résultats étaient statistiquement significatifs parce qu'on voit ici que la p-value est inférieure à 0,001. Les femmes étaient représentées à 79,2%, 73,6% et 59,9%, respectivement pour les groupes ayant subi une chirurgie bariatrique, ensuite pour le groupe ayant eu une prescription et enfin pour le groupe n'ayant eu aucun traitement. Les hommes, quant à eux, étaient représentés à 20,7%, 26,3% et 40,1%, respectivement, pour les groupes ayant subi une chirurgie, ensuite pour les groupes ayant une prescription et enfin pour les groupes n'ayant eu aucun traitement. Dans les trois groupes, 103 personnes avaient un sexe inconnu, c'est-à-dire qu'elles n'étaient ni de sexe masculin ni de sexe féminin. Concernant les comorbidités, aucune comorbidité n'était retrouvée dans les trois groupes à hauteur de 67,2%, 24,6% dans le groupe de la chirurgie contre 30,8% dans le groupe n'ayant eu aucune prescription et 33,6% dans le groupe n'ayant reçu aucun traitement avec au moins une comorbidité. 2 à 3 comorbidités étaient retrouvées dans chaque groupe, soit 46,6%, 29,5%, 29,2% respectivement pour les groupes ayant subi une chirurgie bariatrique, ensuite pour le groupe ayant une prescription et enfin pour le groupe n'ayant aucun traitement. Entre 4 comorbidités et plus étaient retrouvés dans les groupes, soit 18,8%, 8,2% et 11,1% pour les groupes ayant subi une chirurgie, respectivement pour les groupes ayant subi une chirurgie et une prescription et n'ayant reçu aucun traitement. Ici, ces deux graphes-ci nous montrent les tendances trimestrielles du traitement de l'obésité entre 2022 et 2023, comparant le recours aux agonistes récepteurs de la GLP-1 pour le graphe 1 et à la chirurgie bariatrique métabolique sur le trimestre 2022 pour les trimestres 2022 à 2023. Sur le graphe A est représenté le nombre de patients ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique métabolique pour 1000 personnes. Et sur le graphe 2 est représenté le nombre de patients à qui on a prescrit une ordonnance de GLP-1 pour 1000 patients. Ils ont constaté une augmentation de 132,6% du nombre de patients ayant reçu une prescription de GLP-1 entre les 6 derniers mois de 2022 et les 6 derniers mois de 2023, 1,89 contre 4,41 patients pour 1000 patients ont été observés. En revanche, ils ont observé une diminution de 25,6% du nombre de patients ayant subi une chirurgie bariatrique en comparant les mêmes périodes. Ils ont retrouvé que 0,22 contre 0,16 patients pour 1000 patients ont eu une chirurgie bariatrique. Donc ça, ce sont les deux résultats qui nous ont fournis. En conclusion, entre 2022 et 2023, l'utilisation des GLP-1 en tant que médicament anti-obésité a plus que doublé
tandis que le recours à la chirurgie bariatrique métabolique a diminué de 25,6% au cours de la même période. Il conclut à une estimation en faveur du déclin de la chirurgie bariatrique métabolique associée à la prescription des GLP-1. Bien que ces médicaments anti-obésité soient efficaces pour le traitement de l'obésité et des comorbidités associées telles que le diabète, le coût élevé et les taux élevés d'effets indésirables gastro-intestinaux peuvent conduire à l'arrêt du traitement et à une reprise de poids. Alors, nos commentaires par rapport à cet article, nous trouvons qu'il est prétentieux de conclure au déclin de la chirurgie bariatrique à cause de l'augmentation des prescriptions de médicaments anti-obésité, car cette étude est une étude transversale, comme on l'a dit plus haut, et on ne peut pas conclure un lien de causalité entre les deux conditions. Alors, nous avons retrouvé beaucoup de biais dans cette étude. Le premier biais que nous avons retrouvé était un biais de sélection. L'échantillon qui a été pris, c'est-à-dire les patients souffrant d'obésité qui avaient une assurance maladie, n'est pas représentatif de la population sourde, c'est-à-dire toutes les personnes obèses aux États-Unis. Donc, on ne peut pas généraliser cette étude à toute la population obèse. Le deuxième biais que nous avons trouvé dans cette étude était le biais d'information. Les personnes n'ayant reçu aucune prescription ni chirurgie auraient pu avoir suivi un autre traitement anti-obésité, mais ils n'ont pas mentionné, soit par oubli, soit par convenance. Un autre biais que nous avons rencontré dans cette étude était le biais de temporalité. Alors, les tendances observées entre 2022 et 2023 peuvent avoir été influencées par les facteurs externes qui n'ont pas été pris en compte par l'article, c'est-à-dire les politiques à ce moment-là aux États-Unis ou bien le nombre de personnes sollicitant une chirurgie bariatrique. Un autre biais qui a été observé a été le biais de mesure. Les auteurs n'ont pas mentionné l'adhérence au traitement dans leur étude qui peut causer une confusion dans l'analyse des différentes données qu'ils ont recueillies. Comme autre commentaire que nous pouvons émettre, c'est de pouvoir prendre en compte les autres comorbidités et les facteurs de risque que peuvent présenter les patients de cette étude, tels que le tabagisme et l'alcoolisme, qui sont des facteurs de confusion très importants. C'est-à-dire, il aurait été important de prendre en compte ces facteurs-là et d'ajuster leurs calculs pour pouvoir avoir des données fiables. Après les commentaires, nous proposons d'ouvrir les perspectives de cette étude afin d'aller au-delà de l'étude et d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que nous proposons d'envisager des études, nous envisageons des études qui se penchent sur les effets secondaires associés aux molécules de glucagon-like peptide 1, en particulier les effets gastro-intestinaux, leur impact sur la qualité de vie. Cet article-ci, réalisé par M. Yong-Jin Tak et M. Sang-Hyuk Lee sur les médicaments anti-obésité, leur efficacité à long terme et leur sécurité, est une ouverture pour cette perspective-là. Nous avons cette autre étude-ci qui a été réalisée par M. Chi-Hyo Hyo et collaborateurs. Désolée si j'ai écorché le nom. Qui parle de l'augmentation des risques des pneumonies d'aspiration lors des procédures d'endoscopie chez les patients
qui reçoivent un traitement fait de GLP-1. Alors, pour remettre un peu en contexte, on a dit que les GLP-1 sont des médicaments qui ralentissent la vidange gastrique en augmentant le risque d'aspiration, car il va agir sur le système central nerveux. Ils agissent aussi en arrêtant, et il est nécessaire aussi d'arrêter les GLP-1 avant les endoscopies. C'est une, c'est une notion qui fait débat et qu'il faut pouvoir éclaircir pour les patients qui subissent une endoscopie. L'objectif de cette étude est donc d'évaluer l'incidence de la pneumonie par aspiration après endoscopie chez les patients sous traitement de GLP-1. La méthodologie que les auteurs ont utilisée dans cette étude, le défi d'étude était une étude rétrospective sur 9 663 000 patients. Ils ont fait une comparaison entre les patients qui prenaient des médicaments anti-obésité tels que les GLP-1 sur plus de 6 mois et les patients qui ne prenaient pas ces médicaments-là. Et ils ont utilisé un ajustement statistique pour faire leur étude. Le critère principal ici, lors du recrutement de leurs patients, c'était d'avoir une pneumonie par aspiration dans le mois suivant l'endoscopie. Ce qu'ils ont trouvé comme résultats principaux, c'est qu'il y avait un risque accru de pneumonie par aspiration chez les patients utilisateurs de GLP-1, avec un risque relatif de 1,33. L'indice de confiance était de 95% entre 1,02 et 1,73 avec une p-value de 0,036, ce qui était statistiquement significatif. Le risque plus élevé dans certains groupes, c'est-à-dire ceux ayant eu une sédation au propofol, avait un risque relatif de 1,49%, ce qui était statistiquement significatif. Ceux avec une endoscopie haute seule avaient un risque relatif de 1,48%. Ceux avec une endoscopie combinée haute et basse avaient un risque relatif de 2,26. Et il n'y avait pas d'association pour les endoscopies basses, dont le groupe de patients qui avaient les endoscopies basses, ils avaient un risque relatif de 0,56%. Mais là, le résultat n'était pas statistiquement significatif parce qu'on voit là que la p-value est égale à 0,160. Alors, au terme de cette étude-ci, les recommandations qu'ils ont émises était d'avoir une approche individualisée pour l'arrêt des GLP-1 avant endoscopie, notamment en cas d'endoscopie haute ou de sédation au propofol. Les consignes étaient de mettre à jeûne le plus tôt et le plus prolongé possible les patients avant leur endoscopie. Comme autre perspective que nous envisageons pour élargir le champ de vision sur l'utilisation des médicaments anti-obésité, c'est de pouvoir mener des études analytiques, c'est-à-dire des études, des essais randomisés, des études de cas témoins ou des études de cohorte sur l'impact de comorbidité pour explorer comment les différentes comorbidités influencent le choix du traitement, que ce soit pour les GLP-1 ou bien pour la chirurgie, et le résultat pour les patients obèses. Nous souhaiterons aussi pouvoir évaluer les déterminants d'accès, d'avoir des études qui évaluent les déterminants d'accès à la chirurgie bariatrique par rapport aux médicaments anti-obésité tels que les GLP-1. Il faudra qu'on puisse évaluer le rapport coût-efficacité de ces médicaments-là. Donc, c'était tout pour cette présentation. Nous sommes ouverts à toutes questions. Merci.
Merci beaucoup, Paola. Donc, on va pouvoir prendre des questions. Tu peux arrêter le partage d'écran. Et puis, je regarde la toute première question qui a été posée. C'était une question sur une étude transversale. Marie, peut-être Marie veut poser sa question directement. Le micro est ouvert à tous. Donc, Marie, est-ce que tu veux prendre le micro, Marie? Sinon, je vais lire sa question. Pouvez-vous définir ce que c'est une étude transversale, Paola, pour Marie? Je pense que ton micro est fermé. Alors, une étude transversale, c'est une étude descriptive qui permet de prendre une photographie de l'état de la situation, de la condition qu'on veut utiliser. C'est comme un flash de la pathologie ou de l'exposition à un moment donné. Donc, dans ces études-là, on peut tout simplement décrire la situation, dire ce qui se passe à ce moment-là par rapport à la condition qu'on veut utiliser. Et si on veut avoir une vidéo, ce serait un type d'étude qu'on appelle comment pour compléter? Si c'est plutôt quelque chose de longitudinal, Et ce sont des études analytiques. On va faire des études cas témoins, prospective, prospectives, bien des études prospective broad. et avec plusieurs points de mesure. Et la particularité d'un travail comme celui-ci, tu l'as bien mentionné, c'est que on ne peut pas parler de causalité avec une étude transversale de photographie pour avoir des études où on peut déjà essayer d'émettre des hypothèses de causalité, encore qu'il peut y avoir des biais. C'est lorsqu'on fait une étude prospective et on suit les patients pendant longtemps. Et à ce moment-là, on peut, surtout si elle est randomisée, voir des événements dans un groupe et pas dans l'autre. Parfait, ça c'était la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main et puis poser votre question directement. Donc pour ceux qui sont pas très familiers avec ces médicaments, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler de ce type de traitement? Alors, je regarde dans la chat, les boîtes de chat. Ok. Non, j'ai pas d'autres questions ici. Alors, non. Il y a Ildit qui dit non. Non à quoi? Soyez plus précis parce que je ne sais pas à quoi tu dis non. Et les autres, si vous avez des questions, pendant ce temps, je vais partager un écran juste pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce type de médicament et comment ça s'administre, parce que c'est aussi le but de ce qu'on fait à travers ce type de club, c'est que vous soyez aussi à l'aise si vous voyez euh, un patient qui reçoit ça. Donc, si on commence par le premier dont tu as parlé par là, donc c'est des médicaments qui vont être utilisés par voie orale et c'est quand même assez coûteux, 675 $ par mois. Bon, après, c'est sûr que si on regarde dans certains pays des formes génériques, ça revient moins cher. Le phénthéramine est un peu moins cher, 40 $. Le problème, c'est que il y a des effets secondaires quand même importants, comme les problèmes de sommeil, troubles de sommeil. Ensuite, il y a le troisième phénthéramine, topiramate, qui a 250 $. Là aussi, des problèmes de sommeil. Et puis, au niveau de glaucome, donc les personnes qui ont des risques de glaucome, ça peut être contre-indiqué. Ensuite, on a le naltrexone bupropion, qui est aussi par voie orale, 740 $ par mois. Donc, il faut faire attention si quelqu'un a une maladie du foie, ça peut être un problème. Et puis, si on arrive à la famille dont on a discuté aujourd'hui, il faut savoir que c'est nouveau. Et quand ce qui est nouveau, ça coûte cher, 1 600 $ par mois, avec la possibilité de diminuer à 1 300.
Et c'est intéressant parce que ça s'administre par voie sous-cutanée, donc une dose graduelle. On commence et on augmente. Et puis c'est très important de faire attention aux interactions si quelqu'un prend l'insuline ou sulfonylurée, méthylglycinide. Donc tous ces médicaments-là, puisqu'on a vu que ça agit un peu par le métabolisme hormonal et donc ça peut être important. Donc là, Paula a beaucoup parlé sur l'importance de la gastroparésie induite par les traitements. Si par exemple vous mangez, il faut pas se coucher avant 2 heures. Donc c'est quand même important pour éviter le risque de régurgitation, de reflux. Et plus les petites portions aussi, ça aide. Et donc, si quelqu'un prend déjà de l'insuline, il y a un risque d'hypoglycémie. Donc, ça peut être une interaction importante. Ensuite, le sémaglutide, lui, c'est 1600. Vous voyez, les compagnies, hein, ils s'alignent un peu pour que les prix soient comparables. Donc, euh, administration une fois par semaine aussi. Et puis, pareil, pour qu'il y ait une tolérance, on commence doucement et on augmente les doses. Donc, au Québec et au Canada, c'est à partir de 18 ans. Chez l'enfant, on a quelques adolescents obèses. On n'a pas encore réussi à avoir ça pour eux. Donc, dans la prise en charge de l'obésité, ça reste que vraiment, c'est une option pour les patients quand les autres mesures n'ont pas marché. Mais il faut quand même se dire qu'il faut continuer les autres mesures. Donc, tout ce qui est activité physique, alimentation, il faut le poursuivre. On a fait d'ailleurs un atelier qui est encore disponible pour ceux qui n'étaient pas présents sur le jeûne intermittent et la perte de poids. Donc, vous pourrez retrouver le lien de l'atelier dans la rubrique du site sur les vidéos et vous pourrez revisionner ça. Alors, donc, autre question. Augustin demande, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'une étude transversale est systématiquement descriptive? Ah, ça, c'est une bonne question. Augustin demande si une étude transversale est toujours systématiquement descriptive. Augustin, oui. L'étude transversale, elle est systématiquement descriptive parce que, comme la définition le dit, elle permet d'avoir une, j'ai pas envie d'utiliser le mot description, mais elle a un état de la situation donné à un moment. C'est comme une photo que l'étude transversale prend. Elle prend une photo de la situation et elle nous dit ce qui se passe sur cette photo à ce moment donné-là. C'est ça. Par contre, c'est pas obligatoirement analytique parce qu'on peut Ouais. décrire sans analyser parce que parfois il y a des études où on présente juste les résultats et d'autres où on présente et on analyse comme des comparaisons pour voir. Ensuite, commentaire de Ildit qui est externe. Je ne connais pas les médicaments, donc effectivement, euh, on va en entendre de plus en plus parler. Dans les médias, hein, vous avez entendu les controverses autour de l'Ozempic parce que les patients diabétiques qui avaient besoin de ça avaient moins accès à cause de la grande prescription pour les patients obèses. Donc ça a fait beaucoup de controverses. C'est la première fois que j'entends cela, donc Pascaline, c'est très coûteux. Oui, 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 dans les pays où il y a les ressources un peu limitées, ça reste un enjeu majeur. Euh, alors, merci pour la présentation. J'ai une question concernant la deuxième étude. Est-ce que même l'étude rétrospective utilisée peut permettre de conclure que le médicament était la cause des pneumonies? Dans une étude comme celle où ils ont comparé les risques de pneumonie, alors ce qu'ils ont fait, c'est utiliser un score de propensité. On pourra revenir sur ça lorsqu'on fera les ateliers sur les analyses statistiques. Donc, dans les études avec score de propensité, pardon, on va chercher des facteurs qui permettent de voir si les patients sont comparables. Est-ce que le groupe qui a fait inhalation et le groupe qui a fait inhalation étaient comparables? Et à ce moment-là, ils ont créé ce score-là et ils ont fait des ajustements, comme ici, par exemple, oups, là, c'est mon marqueur, c'est, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc ça, c'est avant le
propensity score measure, et ça c'est après le propensity score measure. Et il compare les différentes catégories. Donc ici on a 2,28, donc une augmentation de risque qui diminue un peu après le score. Donc ça veut dire qu'en tenant compte des facteurs de confusion, on peut essayer de voir. Mais ce n'est pas une possibilité de conclure parce que c'est vraiment les études prospectives ou randomisées. Et en général, les études randomisées sont prospectives puisqu'on a le contrôle. Donc, Elodie demande, je n'ai pas compris le lien entre ces médicaments et les pneumonies. Quel est le mécanisme d'action? Vas-y, Paola, tu en as un peu parlé sur le gastro. Alors, dans le mécanisme d'action, on a dit que les GLP-1 vont venir agir sur le système central nerveux. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont entraîner des contrôles et par ricochet des gastroparésies. La gastroparésie, c'est comme une paralysie de l'estomac. Donc, il va empêcher de l'estomac et de l'œsophage. Donc, il n'y aura plus les mouvements de statisticité qui se passent lors de la déglutition. Donc, si on est sous médicament GLP-1 et qu'on subit une endoscopie, on sera alité. Ce qui peut se passer, c'est que tout le contenu de l'estomac peut remonter et passer par l'épiglotte et pénétrer les poumons. Donc, ça va entraîner ce qu'on appelle le syndrome d'inhalation de pénétration et entraîner des pneumonies. Parfait. Donc, ça, c'est la question d'Élodie. Ensuite, il y a un commentaire d'Estella qui dit, je connais Ozempic. Merci beaucoup. Alors, il y a question de Jupa. Est-ce que l'alimentation est prise en compte chez les patients à qui on donne ce type de traitement? Est-ce qu'on continue à faire attention ou on mange comme on veut pour la perte de poids? Bien, bien sûr que l'alimentation est prise en compte parce que c'est le, le traitement, le premier abord de la maladie pour pouvoir stabiliser le diabète. Même si on vous donne des médicaments antidiabétiques, obésité, excusez-moi, il faut quand même contrôler son alimentation, oui. Hmm. Parfait. Donc, je parlais tout à l'heure de cet atelier qu'on avait fait sur l'obésité et le jeûne intermittent. Vous allez pouvoir le revisionner. C'était toujours dans le cadre de ce club où, comme vous voyez, c'est un atelier qui était quand même assez long et on parle des différents éléments déterminants pour pouvoir faire cela. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Mais l'alimentation reste un point crucial dans la prise en charge de l'obésité. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jupa peut-être avait une question? Non, je vois pas d'autres questions dans la boîte de chat. Je vois la deuxième question de Joupa. Elle demande si les médicaments sont utilisés en France. Excellente question. Je pense que Ozempic en France existe. Par contre, les autres familles doivent pouvoir être possibles aussi. Le tableau que tu as partagé ici, là, que vous voyez, donc Rilbessus, quelqu'un a d'ailleurs dit qu'on lui a prescrit Trulicity. Après, les noms varient. Ce qui est important, souvent, quand un médecin vous prescrit un médicament, vous regardez le nom commercial, c'est celui que vous trouvez sur la boîte. Et puis ici, ça, c'est le nom générique. Donc, dépendant des pays, ça peut être par exemple, si on regarde Trulicity, vous allez regarder, voir quelle est la famille, mais c'est des médicaments qui existent aussi en Europe. Il y a aussi le Wegovy, qui est aussi dans la famille des sémaglutides. Vous voyez, ça c'est aussi. Donc, ces noms commerciaux-là ont ensuite des déclinaisons d'un pays à l'autre. Parfait. Alors, donc, je vais arrêter le partage. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous levez la main, vous pouvez poser vos questions. Ceux qui viennent d'arriver en cours de route, si vous avez manqué, le live a été enregistré. Donc, vous allez pouvoir réécouter parce que il y a des personnes qui ont manqué le début. Donc, vous allez pouvoir réécouter. Donc, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, qui a le prochain article? Je sais qu'on avait présenté le prochain article dans le groupe et il y a, je vais essayer de retrouver. Donc, si quelqu'un veut aussi présenter, écrivez dans le groupe et puis on va vous proposer un article. Alors, ah oui, il y a aussi une question de Habib. Quels sont les récepteurs de GLP1 dans les cellules? Oui. Donc, les récepteurs de GLP1 par là, est-ce que tu as... Alors, généralement, les récepteurs de la GLP1 se trouvent sur les cellules bêta du pancréas Mhm. et D'accord. Mhm. sur les tissus musculaires aussi. Et puis au niveau Donc, central, puisque là, le contrôle de oui, la régulation de l'appétit commence au oui. niveau du hypothalamus. Donc, Mhm. après, on parlait beaucoup de gastroparésie, ça veut dire que les cellules musculaires aussi, c'est quand on parle de parésie, on parle de muscles, et c'est beaucoup plus à ce niveau-là, cellules musculaires et cellules nerveuses. Question de Megomi, j'en ai entendu parler par une tante qui a vu beaucoup de vidéos dessus sur TikTok. Ça a été difficile pour elle de l'avoir en France car c'était vite en rupture, exactement. Et c'est pour ça que souvent les gens qui commencent à... On sait que si on arrête, la prise de poids revient. Dans un futur atelier, par exemple, on parlera des données à long terme de la chirurgie bariatrique et vous verrez que 10 ans après, c'est pas si fantastique que ça. Il y a des patients qui, après 10 ans, reprennent du poids. Donc, parfait. Alors, donc, je ne vois pas d'autres questions. On va remercier infiniment Paola qui a fait un bon travail. Tout le monde, vous pouvez lui envoyer des félicitations parce que c'était pas une petite affaire, mais elle a réussi à faire ça en peu de temps aussi. C'est ça qui est admirable. Et je rappelle encore pour ceux qui sont arrivés en cours de route que tous les ateliers ainsi que les diaporamas, les PDF sont disponibles sur le lien que vous trouverez sur le site de l'Académie Santé où vous aurez accès à toutes les ressources et vous aurez les différents documents ici ainsi que les PDF. Donc, merci beaucoup, Paola, et on va passer à la séance un peu varia. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez prendre le micro, poser votre question, et puis on va pouvoir planifier les prochains ateliers. Ceux qui veulent présenter, Nelly avait parlé déjà sur Helicobacter pylori. On a vu aussi une autre Paola qui avait parlé sur hypertension et le sel. Je pense que la vidéo est encore en ligne ici. C'était euh, l'excès de sel, hypertension. Vous allez retrouver cette vidéo je pense qu'elle est quelque part ici. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez la poser. Est-ce vraiment la solution perte de poids pour lutter contre l'obésité, la prise de médicaments? Comme l'a mentionné tout à l'heure Paola, peut-être t'es arrivé après, c'est une solution qui arrive quand les autres choses ont échoué, quand les patients malheureusement n'ont pas réussi avec les approches conventionnelles à perdre du poids ou quand il y a déjà des complications. Et on sait qu'en matière de obésité, quand il y a des complications, ça peut être dramatique. Et c'est vraiment une des problématiques de la société. La prévention reste très, très importante parce que quand une obésité est installée et durable, c'est beaucoup plus difficile. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tous ceux qui sont arrivés en cours de route, je vois que il y a des personnes qui n'étaient pas au début. Si vous voulez vous présenter, comme ça, on aura aussi une idée de qui était présent. Et puis, pour la prochaine rencontre, il y a plusieurs thématiques dont on parlera, dont notamment la question de formation pour ceux qui veulent faire une spécialisation au Québec sans désir de s'installer, juste faire une spécialisation. On a un atelier prévu sur les endométrioses. On a un atelier prévu sur les fibromes avec deux gynécologues. Un c'est un radiologue. Il fait des embolisations
des fibromes utérins et l'autre, c'est une gynécologue. Et puis, on a tout à l'heure discuté aussi qu'on fera un atelier sur la peau et l'intestin. Ça va être fascinant parce que c'est deux organes qui travaillent beaucoup ensemble. On parle beaucoup de l'axe intestin-cerveau, mais l'axe peau et intestin est parfois méconnu. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer donc la rencontre ici. Donc, merci beaucoup à tous, merci beaucoup Paola. Et on continue donc à communiquer dans le groupe les prochaines activités. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, écrivez dans la boîte de chat et on va vous ajouter tout de suite. Donc, Fatima est intéressée par fellowship en cardiologie. Oui, donc on fera un atelier spécifique sur ça. Donc, les médecins qui viennent d'ailleurs, qui veulent se spécialiser. Donc, Fatima, j'espère que tu es dans le groupe WhatsApp pour ne rien manquer. Voilà. Merci beaucoup, Paola. Passe un bon dimanche. Merci à tous. Passez un bon dimanche. Et on se retrouve pour d'autres activités. Merci à vous. Bonne soirée. Bon, Merci. ici, 13 heures. Merci.